Donc, une des architectures qui est l'ancêtre des applications réparties, هي le Corba. Bon, j'avais prévu de faire une petite démonstration اليوم, vu que j'ai un petit problème à JDK, à l'installation, donc on va la reporter à la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle simplement, alors je ne sais pas pourquoi quand j'ouvre, les couleurs disparaissent, les couleurs d'origine, je veux dire. Donc, je vais partager l'écran. Bon, je rate un peu, je vais partager le modèle par défaut. Donc, donc, ce que je voulais dire un peu la dernière fois, c'est que c'est bien de savoir que Corba est à l'origine de beaucoup d'idées concernant les applications réparties. Alors, il y a beaucoup d'idées très intéressantes qui ont été retenues. D'accord? Donc, on a vu la dernière fois l'architecture de Corba, le langage IDL. Comment est-ce qu'on peut implémenter Corba dans n'importe quel langage? Il y a le service de nommage qu'on va retrouver par la suite pour toutes les applications réparties. Maintenant, le RMI, ça va être le RMI Registry. En fait, ça va être l'annuaire dans lequel on va inscrire des objets pour pouvoir les utiliser. Et puis, Corba peut être implémenté dans n'importe quel langage, même C++, etc. D'ailleurs, c'est l'objectif de l'architecture Corba. Donc, l'idée de l'architecture Corba, c'est toujours d'être dans des applications distribuées, basées sur des architectures réparties. Les technologies équivalentes, par exemple, RPC, c'est l'équivalent c'est un peu l'appel à distance, Remote Procedure Call, qui m'a le RMI, donc pas mal RPC l'année, pas mal comme plus, qui sont plutôt des technologies liées aux plateformes Microsoft, hein, Java. RMI, c'est du Java. Et .NET, plus généralement parlant, d'ailleurs, .NET inclut le RPC comme plus. En fait, c'est des technologies, mais plutôt le monde Microsoft, non, le monde Java. Donc, tout ce qui permet un petit peu de faire communiquer un objet client avec un objet sur un serveur, en passant par un middleware, qui va être un bus. On l'appelle ici le middleware. علاش في ال RMI ما نستعملوش الكلمة هذه؟ على خاطر c'est comme si ce middleware ça devient un logiciel beaucoup plus important que RMI. RMI, c'est simplement une sérialisation, désérialisation, il n'y a rien de plus. Alors que Corba était beaucoup plus ambitieux que ça. Donc, cette infrastructure du milieu a beaucoup plus de fonctionnalités que RMI. Donc, RMI, c'est comme si elle prenait le middleware Corba et elle supprimait beaucoup de choses complexes. Donc, elle va simplifier et ne retenir que la partie protocole et la partie sérialisation. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Corba, qui m'a connu la dernière fois, hein, il a été créé en 1989. Mahouche, un projet commercial, c'est un but non lucratif, il n'y a pas un objectif de ramener de l'argent. Plus de 850 membres et en grandes entreprises du marché y ont participé. Et l'OMG, qui maintient les spécifications de UML par exemple, maintient aussi les spécifications de Corba. 1989, c'est très vieux. D'accord, presque aujourd'hui, on est à 30 ans. D'accord. Donc, vous allez voir un petit peu tous les éléments de RMI. Donc, avec une simplification. L'objectif de Corba, c'est de faire communiquer des objets écrits dans des langages différents. Un objet C++ qui communique avec un objet Java. D'ailleurs, ce n'est pas l'objectif de Corba. C'est généralement l'objectif des applications réparties. Donc, je reviens sur un point. D'une manière générale, l'objectif des applications réparties, c'est de faire communiquer des applications hétérogènes entre elles. Ça veut dire, quel que soit le langage, quelle que soit la plateforme, quel que soit l'environnement, je cherche à fédérer. Fédérer. Donc, on a déjà une application répartie et je vais imposer des contraintes. Bien sûr, l'ambition. Qui ناخدو توا
l'environnement بتاعنا بالنسبة للكوربا on retrouve les mêmes ambitions sauf que فما حاجة جديدة ظهرت. On cherche à faire communiquer des composants et des objets différents quelle que soit la plateforme. Qu'est-ce qui est typique de l'environnement بتاعنا, c'est l'internet. C'est de faire communiquer ces applications en utilisant l'architecture internet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les protocoles comme RMI ou le protocole IOP, IOP, Internet Inter-Object Protocol, c'est un peu un des plus vieux protocoles de communication d'objets, bah, il est pas généralisable sur le web. Dans un environnement web. Mais on va voir les raisons. Bien que RMI basé sur TCP/IP, et le protocole, le protocole HTTP, j'allais vous poser la question, le protocole d'Internet, c'est HTTP. Ou HTTP basé sur TCP/IP. Donc cette ambition de faire communiquer des objets écrits dans des langages différents, sur des plateformes différentes, elle reste, sauf qu'il va falloir les faire, on va voir aujourd'hui dans la deuxième partie du cours, les faire communiquer en utilisant Internet. Donc, les Corba, C++, Java, ou C++, whatever language, on retrouve toujours cette notion d'intermédiaire, le stub et le skeleton, dont l'objectif un petit peu est de préparer la sérialisation des sérialisations. On trouve l'object adapt, qui est un peu l'ancêtre du serveur tel que c'est fait RMI. Je le rôle Le rôle, c'est d'aller instancier les objets. En plus, on considère le Corba qui va gérer le cycle de vie des objets. Ça veut dire non seulement les instancier, mais il peut aussi les supprimer. Un autre rôle aussi, c'est de gérer par exemple la sécurité des objets. Ça veut dire de faire des vérifications de sécurité. Donc chaque objet, quand il va être inscrit dans, voilà, on va voir dans un annuaire Corba, il va être inscrit soit par défaut, soit on peut lui affecter des paramètres de sécurité, ce qui est intéressant aussi. Ça veut dire quand tu appelles une méthode distante, on va vérifier si tu as le droit de le faire ou pas. Il peut gérer aussi la notion de persistance des objets. Ça veut dire, est-ce que je vais rendre l'objet persistant? Je vais le mémoire, on le par exemple sur le disque dur, par le biais de mécanismes comme la sérialisation. Donc vous voyez un petit peu, l'object adapter n'est pas uniquement une instanciation de l'objet et son inscription qui me fait RMI dans un RMI registry. Il le fait, mais il gère aussi le shutdown des objets, il gère des paramètres non fonctionnels, il gère la persistance, il a beaucoup plus de fonctionnalités que ça. D'accord. Donc on retrouve grosso modo le stub et le skeleton. L'object adapter, on retrouve ce qu'on appelle l'ORB. Donc il y a vraiment cette notion de bus, Object Request Broker. Je vous rappelle que la notion de broker signifie un bus, un intermédiaire. Et le protocole FICORBA, l'IOP, Internet Inter-ORB Protocol. C'est aussi l'ancêtre du protocole RMI. Alors, si je prends l'objet en tant que tel qui est sauvegardé côté serveur FICORBA, on retrouve cette notion de comment nommer l'objet, voilà, comment est-ce qu'à distance je peux retrouver un objet, je vais le retrouver à travers un identifiant unique. L'identifiant RMI, c'est une URL. Ici, l'identifiant s'appelle Interoperable Object Reference. D'ailleurs, actuellement, cette IOR a été remplacée par une URL. Parce qu'à l'époque, en 1989, la notion d'URL n'existait pas. Mais en tout cas, il fallait une solution pour nommer d'une manière univoque, aucune ambiguïté, chaque objet. Cet objet, pour garantir son indépendance face à un langage, va implémenter une interface écrite dans un langage universel, l'IDL. Interface Description Language. Quelque part, Corba a inventé un nouveau langage. Ça veut dire que l'IDL va masquer l'implémentation réelle de l'objet. C++, Java, whatever. Donc, à distance, je ne vais pas voir. C'est une boîte noire, on va simplement voir l'IDL.
Cette notion d'IDL qui va exposer les méthodes distantes, l'RMI, c'est une interface écrite en Java. Et actuellement, pour masquer l'hétérogénéité des objets dans un environnement Internet, on va utiliser un nouveau langage qui est le XML, par exemple. C'est du texte. Donc l'idée de cacher l'objet derrière une interface écrite dans un langage universel est très intéressante. Alors l'IOR, c'est l'idée au départ, c'était d'essayer d'avoir un identifiant unique, interopérable, indépendant des plateformes. C'est pour ça qu'on va essayer de construire cette suite de chiffres et de lettres pour avoir une référence d'objet unique. Et ce, indépendamment de l'implémentation d'ORB, c'est l'équivalent en RMI de l'URL, et c'est tout simplement une combinaison de l'adresse de la machine, du port et des clés spécifiques à l'objet. D'accord? Maintenant, si on compare cette IOR à une URL, l'IOR va être transmise à l'appelant par le biais d'un fichier. Mais, deuxième solution, la première est un peu gênante, on va aussi utiliser le service d'annuaire dans lequel on va inscrire cette IOR. Donc on retrouve cette notion de naming service. Et bien sûr, l'URL a fait son apparition dernièrement. Cette fameuse idée d'avoir une IDL qui est indépendante du langage d'implémentation, indépendante de la plateforme du client, indépendante de la plateforme du serveur, et le choix a été fait plutôt de prendre des idées du C++, est très intéressante. Quand on va voir dans la deuxième partie du cours les web services, les web services, ce sont des objets ouverts sur le web, ça veut dire que je peux appeler ces objets à travers le protocole Internet, quelle que soit leur implémentation, à condition que ces objets implémentent une interface qui n'est plus de l'IDL, mais qui va être écrite dans du texte, un langage universel qui est le XML. Par exemple, un exemple d'interface ici, module c'est l'équivalent de package, interface mon exemple, avec 3 méthodes accessibles à distance. Ça ressemble à entre le Java et le C++. On retrouve dans l'architecture Corba, bien entendu, le stub, qui fait la sérialisation et désérialisation. C'est l'interface entre l'objet et le bus. On retrouve le skeleton, qui fait l'inverse, enfin qui fait les deux aussi, là, le stub et le skeleton, mais qui est plutôt côté serveur. On retrouve ce fameux ORB, l'Object Request Broker, qui transporte les messages entre les objets, qui relie les stubs au skeleton et vice-versa. On va l'appeler le bus à objet. Et il va utiliser un protocole, soit le General Inter-ORB Protocol, ou le Internet Inter-ORB Protocol. Les deux sont basés sur TCP/IP. Alors maintenant, le serveur, il a beaucoup plus de rôle, de responsabilité par rapport à RMI. Donc, il enregistre les objets dans les annuaires et gère les implémentations. Il va activer et désactiver les objets. Il est un passage obligé pour l'invocation de méthode. Notamment, il va vérifier que le client est authentifié ou pas. Donc, il va contrôler les accès. Vous avez différents types fournis un petit peu par défaut dans Java, comme le BOA, le Basic Object Adapter, et le POA, Portable Object Adapter. Bon, ils sont générés automatiquement. Le POA, il se trouve côté serveur. Il sert d'interface entre l'objet et le bus, comme c'est lui qui va interpréter les IOR, les références des objets. Il gère les autorisations d'accès, il gère l'activation et l'implémentation des objets, et il gère les références des objets et permet l'invocation des méthodes sur l'objet. Il peut bien entendu servir plusieurs objets, pas qu'un seul. Donc c'est lui, il veut gérer plusieurs objets et il peut même avoir un rôle très intéressant, c'est répartir les requêtes entre les objets. La répartition des charges. Si un objet est très sollicité, je vais le cloner et faire en sorte que chacun reçoive un nombre identique de requêtes. Alors tous les objets vont partager alors les mêmes propriétés non fonctionnelles définies par le POA. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le POA gère comme les propriétés non fonctionnelles. Je marque une propriété non fonctionnelle. Par exemple, la sécurité, c'est une propriété non fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire qu'est-ce qu'il fait l'objet.
L'objet permet d'ouvrir un compte, fermer un compte, ça c'est fonctionnel. Non fonctionnel, c'est est-ce qu'il est sécurisé ou pas? Est-ce qu'il est persistant ou pas? Est-ce qu'il est performant ou pas? C'est grosso modo la qualité de service. Bon, tu as par exemple un abonnement ADSL, ça c'est fonctionnel. Le non fonctionnel, c'est شنو هو الدبي اللي تعطيهولك. D'accord? Donc le POA va gérer les propriétés non fonctionnelles liées aux objets. Donc c'est aussi, en plus, il va gérer un espace de nommage. D'accord? Un espace de nommage, c'est comme s'il gère une arborescence. Donc dans cette arborescence, il va inscrire les objets avec leurs propriétés non fonctionnelles. Donc il y a ce qu'on appelle une racine, où il n'y a pas où les propriétés fonctionnelles, on peut rajouter effectivement des propriétés fonctionnelles dans les racines. Par exemple, tous ceux qui se connectent au POA racine doivent donner un login et un password. Et donc tous les objets, puisque tous les objets dépendent de la racine, toutes les méthodes des objets qui sont appelés vont devoir, tous les appels vont devoir justifier d'un login et d'un password. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que l'idée, c'est comme si vous avez un annuaire. L'annuaire est un arbre, et à chaque nœud de l'arbre, on peut associer des propriétés non fonctionnelles. Donc, vous pouvez rattacher ce qu'on appelle à cette arborescence des arbres fils et préciser encore plus les niveaux non fonctionnels. Par exemple, augmenter la sécurité d'un objet quand vous avez un nœud. Par exemple, les enseignants, ils sont dans la racine, les objets enseignants. Les objets étudiants sont dans un POA fils, et on va exiger beaucoup plus de sécurité pour les étudiants. L'enseignant neutre, par exemple, il peut appeler ce service, mais l'étudiant, il doit justifier, par exemple, délégué. Il doit avoir le statut de délégué. Donc ici, je ne sais pas si ce schéma est clair, il essaie de préciser un peu plus l'architecture de Corba, avec toujours un client distant et un serveur, avec le bus, avec le skeleton et le stub, l'adaptateur, et puis l'IDL, ça veut dire que les objets doivent implémenter une IDL. Donc quand vous créez une application Corba, vous devez écrire l'interface. L'interface va simplement exposer les méthodes distantes, tout en respectant une syntaxe, compiler l'interface, créer l'implémentation de l'interface, créer le serveur, créer le client. Donc on était arrivé un petit peu aussi à, je vous expliquais très rapidement ce que sont que l'interface. Donc vous avez des syntaxes à respecter. La notion de module est équivalente à la notion de package, ou en C++ au namespace. Vous avez la notion d'interface qui est retenue. Les méthodes doivent être décrites avec des paramètres in ou out ou in-out. Les commentaires, c'est la même chose. Vous avez des préprocesseurs, les alias, les constantes. Vous avez les types primitifs, les types complexes. Il n'y a pas de sérialisation en Corba. Bon, je veux préciser ce terme. Ça veut dire que par défaut, il n'y a pas de sérialisation. En fait, il va falloir générer ce qu'on appelle les holders et les helpers. Donc, tous les types de données qui ne sont pas des types primitifs vont être sérialisés avec des holders et des helpers qui sont générés automatiquement avec la commande IDL Java. Le IDL Java, ça ne veut pas dire que vous allez faire du développement en plus, mais il faut savoir que les holders et les helpers, ce sont des classes qui vont prendre les données utilisées, les types utilisés, et les transformer en binaire. Donc, le holder va contenir tous les arguments out et in-out. Il va se charger de les sérialiser. Le helper va s'occuper des paramètres in. Donc, de décoder les flux en entrée. Alors, sachez que en Corba, l'héritage multiple est autorisé. Par contre, la surcharge et la redéfinition de méthode sont interdites. Alors, par exemple, si on prend le Corba en Java IDL, Java offre toute une solution complète pour faire du Corba.
Vous avez un bus fourni avec la plateforme Corba qui est inclus au JDK. Vous avez le compilateur IDLJ et vous pouvez lancer le bus avec la commande ORBD. Donc on ne peut pas faire fonctionner une application Corba sans l'ORBD. Il faut le démarrer. Donc vous commencez par faire votre IDL. Vous créez la classe qui implémente le contrat IDL, qui doit dériver selon les versions d'une classe en particulier. Ça dépend des versions, on va voir. Lancez le client et serveur. D'accord? Bon, il y a des variantes qu'on va voir plus tard. Il y a énormément de tutoriaux. Moi, je les ai déjà faits, sauf que ici, j'ai un petit problème avec... donc, si on lance ici... On a énormément de Hello World. J'étais en train de Hello World Example ici, qui existe. Comme j'ai un petit problème avec la configuration, bon, ça paraît un peu compliqué. Maintenant, si vous arrivez à voir le code, grosso modo, si je fais un copier-coller ici, on va faire la démonstration la semaine prochaine. C'est très simple. Vous avez DL d'une première application qui fait simplement say hello. Donc, quand l'objet est fermé, ça, c'est une méthode optionnelle. Vous savez que le serveur ou le POA peut supprimer l'objet par un shutdown. Donc, si vous voulez faire quelque chose avant que l'objet soit supprimé, vous pouvez écrire les instructions dans la méthode shutdown. Mais c'est une méthode appelée par défaut. On peut la supprimer et garder que c'est hello. Donc ça, c'est l'IDL implémenté par votre objet. Une fois que vous avez écrit l'IDL, vous créez ici votre implémentation. Donc l'implémentation, il y a une classe qui va être générée automatiquement lorsque vous faites le IDLJ, qui est le Hello POA. Donc ici, il y a des méthodes pour associer ce POA, cet objet, lui associer un bus, l'ORB. Là, on va indiquer que le bus ne peut pas détruire l'objet, shutdown false. Et puis, tout simplement, on retrouve notre méthode qui va afficher Hello World. Donc, j'ai commencé à faire un petit exemple tout à l'heure. Donc, vous voyez ici le Hello. D'accord? Et ben, tout simplement, j'ai créé l'IDL ici. Donc, ensuite, j'ai créé l'objet Hello implémentation qui est là. Et j'ai généré toutes les classes IDLJ. Moins F-all, ça veut dire les classes dont j'ai besoin côté serveur ou côté client. On peut faire moins F client. Donc, je peux supprimer, pour les besoins de l'application, je vais supprimer les classes qui ont été générées, ici automatiquement. Donc, vous voyez un peu hello. Alors, je vais la corriger, hello app.idl. Donc, je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous. Supprimer parce que ça me pose un problème ici, majuscule et minuscule. Tout simplement, donc, j'ai créé l'IDL et je vais, sans avoir, j'ai pas besoin des autres classes. Je peux directement appeler la commande IDLJ, moins F client. Ça veut dire générer tout ce qui se passe côté client. Voilà, moins F serveur.
lui passer hello app IDE. C'est pour ça que il va falloir que c'est pour ça que en fait c'est un peu embêtant parce que je vais mettre le class path. Je vais prendre le JDK7. Donc simplement pour qu'il puisse retrouver le chemin, cette path égale pourcentage path, pourcentage. Alors, juste vérifier que F serveur, c'est F server, pas serveur, hein, c'est anglais. Donc je vais faire dire, et là je vais faire cd hello app. Et là, il a généré un petit peu tout ce qui est nécessaire côté serveur. Donc ici, ça va prendre toutes les opérations et il va créer une nouvelle classe. Il va créer une classe hello.java. Ça a été généré suite à la commande IDLJ. Je peux faire aussi IDLJ client. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais moi, je peux faire moi fall client app. Voilà un petit peu ce qu'il a généré. Le holder et les helpers. Et le reste. Maintenant, donc si je reviens un petit peu, donc on a créé notre objet. Je vous rappelle que ici il y a l'implémentation proprement dite. Donc ça, c'est vraiment, les méthodes ne sont plus abstraites, elles sont concrètes. Ça, c'est le servant. Donc je vous rappelle que je viens de faire, que je suis en train de faire. Donc voilà, j'ai fait l'IDL et ensuite il y a l'implémentation. Donc l'IDL et l'implémentation. À partir d'IDL, je peux générer déjà beaucoup de choses. Je peux générer tout le reste des objets. Parce que l'implémentation est une boîte noire. Ce qui est important de savoir, c'est quelle est la signature des méthodes. Le reste, tout peut être généré automatiquement. Les stubs, les skeletons, le POA, les holders, les helpers, tout peut être et va être généré à partir de l'IDL. Donc si on revoit un petit peu ce tutoriel, la partie suivante, donc on a fait, je reprends un petit peu, donc on a fait ça maintenant et ça. On va maintenant créer le serveur. Donc il y a le serveur. Bon, on ne va pas aller jusqu'au bout parce que je vous ai dit qu'il y avait un espace. Donc ça c'est le serveur. Peu importe le. Donc vous pouvez avoir l'impression que le code est un peu difficile. On va le parcourir, mais très rapidement. Vous n'êtes pas amené ni à apprendre, ni à l'utiliser l'examen pour répondre à une question, l'examen ODS. Non, ce n'est pas l'objectif. Mais on peut le parcourir très rapidement. Donc ça, c'est le code du serveur. Il va initialiser le bus. Donc, il y a des paramètres par défaut. Les arguments, c'est typiquement le port et l'adresse IP sur lequel va fonctionner le serveur. On va associer le POA avec une racine. La racine de quoi? La racine du service de nommage, le naming service qui est organisé en arborescence. D'accord? Ensuite, donc, il faut que le POA, je vous rappelle que le POA, c'est un petit peu celui qui gère c'est un peu l'équivalent du serveur. Il instancie les objets, il va les supprimer, mais il gère aussi le service de nommage. Donc c'est pour ça qu'il faut l'associer à ce service de nommage. Ensuite, il instancie l'objet et il va associer l'implémentation au bus. Il va greffer cette implémentation au bus. Maintenant, il va trouver l'IOR, voilà la référence de l'objet dans le root POA, dans la racine.
Et ici, on va invoquer grosso modo l'objet. On va faire simple. On va, donc, on va avoir string name égale hello. Alors ici, bind reference égale hello. Il va inscrire cet objet auprès du service de nommage avec le nom hello. D'accord? Et puis, il va attendre les appels. Et il va démarrer le bus. C'est pour ça que je n'insiste pas trop sur le code. Je me dis des fois, tant mieux, le but n'est pas d'aller jusqu'au bout de la démonstration. Mais pour vous dire à quel point aussi c'est compliqué, quoi. On ne travaille plus de cette manière. Bon, on va essayer de compiler, mais si ça ne compile pas, on va s'arrêter là, d'accord? On va javasser. Donc ça, c'est le serveur. C'est pas grave si ça ne compile pas. Normalement, il me manque le hello server. Bon, si ça ne compile pas, on va s'arrêter là, d'accord? Vous voyez un petit peu, parce que j'ai un problème avec les classes pass, ils ne trouvent pas les classes de base, donc il va falloir travailler sur ça. Mais bon, c'est pas grave, il reste ensuite le client, et puis c'est tout. Donc ici, vous avez le client. Simplement, le client, eh bien, il va se connecter au bus, la même chose. Il va retrouver l'objet dans le service de nommage à partir de son nom. Donc, retrouver la référence de l'objet en se connectant au service du nommage. Alors, une fois qu'il a trouvé l'objet, il va l'appeler la méthode sayHello. Et il va demander au serveur de supprimer l'objet, shutdown. D'accord. On peut faire, voilà un petit peu les différentes étapes qui sont expliquées ici, noir et blanc. Donc, si votre environnement est correctement fait, vous pouvez le faire de A jusqu'à Z très facilement, hein. Donc, je vais vous envoyer. Ceci n'empêche qu'on va refaire le test aussi la semaine prochaine. L'URL, il y a beaucoup d'exemples, hein. Bon. Bon, pour Courba, traditionnellement parlant, je ne vais pas plus loin que ça. D'accord, donc si on arrive à faire la démonstration la semaine prochaine, tant mieux. Sinon, c'est pas vital. Voilà un petit peu l'objectif. Est-ce qu'il y a une question sur Corba? Voilà, là, je peux passer à une technique qui est plus intéressante, enfin une technique plus récente, plus d'actualité, concernant les architectures réparties, qui est plutôt autour des web services. Donc normalement, j'ai ouvert le fichier, mais je vais le réouvrir. Là, on va agrandir. Comment est-ce qu'on va agrandir ici? C'est bien, parce que là, je vais l'ouvrir en tant que PDF normalement. Bon, je vais prendre un petit peu, oui, je prends des éléments. On va voir les objectifs des services web, leur architecture. On va voir qu'il y a deux technologies liées aux services web. On va commencer par une première et on va voir la semaine prochaine la deuxième. Déjà, on va comprendre ce que sont les services web. Donc, il faut voir que les services web, on est pile dans les architectures réparties. D'accord? On est vraiment dans... en 2021, on ne peut parler que de services web. Alors, les services web, c'est qui m'a des objets, les chauffeurs
en RMI, on l'a encore bas. Donc, c'est une unité logique. Généralement, on est dans l'orienté objet. En tout cas, on peut voir ça comme une unité logique applicative accessible en utilisant les protocoles standards Internet. Donc, c'est pas un service web n'est pas une application complète. C'est pas l'application bancaire. Voilà, c'est une unité logique qui m'appelle l'objet hello. C'est une unité qui offre des services. Première partie. Deuxième partie, très importante, les protocoles standards d'Internet. Ni RMI, ni Corba, ni JMS, ni les sockets, ni rien du tout. Aujourd'hui, ce sont des technologies mais ça fait partie de tout un ensemble de technologies qu'on peut utiliser intra-entreprise, au sein de l'entreprise. Dès qu'une entreprise veut ouvrir des fenêtres vers le web, elle va penser à utiliser les web services. Quand vous connectez via votre téléphone, quand vous vous connectez aujourd'hui sur n'importe quelle application, généralement vous utilisez les protocoles et web services. En tout cas, c'est un ensemble de méthodes, c'est une librairie fournissant des données et des services à d'autres applications. Ou elle a des end-users. Soit une communication application-application, ou un end-user application. Donc l'idée, c'est de déployer des objets métiers en utilisant les technologies Internet. Et là, la dernière phrase, elle est très importante, c'est de combiner les meilleurs aspects du développement à base de composants un petit peu, qui m'a chauffé في RMI ou Corba, et du web. Alors, ce sont des objets réutilisables qui sont indépendants de la plateforme. Ça peut marcher sur Unix, ça peut marcher sur Windows, on peut avoir des web services VB, C#, Java, de toutes les architectures existantes du marché. Toutes les solutions aujourd'hui, toutes les plateformes, tous les logiciels offrent des web services. Donc ici, on a déjà deux objectifs qui sont satisfaits. Utiliser le web et faire communiquer des unités entre elles, indépendamment du langage d'implémentation de la plateforme. Il n'y a aucune contrainte. D'accord. Alors, les services web donc, permettent d'interconnecter les entreprises, les matériels, différentes applications, différents clients. Ils permettent de distribuer et d'intégrer des logiques métiers. Distribuer et intégrer, c'est comme si j'avais une pièce de monnaie avec deux faces. Je donne et je reçois. Ça veut dire un client peut utiliser mes services web, mais donc je distribue, mais moi je peux aussi faire appel à d'autres services web. Ce qui est aussi l'objectif des applications réparties, fédérer et intégrer. Je donne des services, mais je peux aussi intégrer d'autres services. Alors, ils sont faiblement couplés entre eux, il n'y a pas de dépendance. Entre ces unités-là, il n'y a pas de couplage fort. D'accord. Alors, quels sont les objectifs des services web? C'est de remplacer les protocoles actuels qui met RMI, par exemple, ou l'équivalent de RMI sur la plateforme C++ ou Microsoft, c'est RPC. Donc, c'est de remplacer les protocoles actuels par une approche entièrement ouverte et interopérable, basée sur les serveurs web. Donc, l'idée, c'est de faire interagir des composants hétérogènes, distants et indépendants avec des protocoles standards. Standard, conforme au protocole HTTP. On va voir un nouveau protocole, le SOAP. Il n'est pas nouveau, mais on va voir ses caractéristiques. Alors, il peut être utilisé soit pour des applications business to business, une application A qui communique avec une application B, ou elle a des applications d'intégration, ou elle a aussi des applications peer-to-peer, ou bien même, ce qui n'est pas écrit ici, c'est end-user to application. Est-ce que c'est une nouvelle technologie? Non. Il n'y a pas, en fait, une nouvelle technologie des objets distribués. Mais en fait, on va combiner des éléments entre eux pour pouvoir migrer vers le web. Donc, on va trouver une nouvelle manière de faire pour appeler les objets à distance en utilisant le protocole web. Et les pshaouz, par exemple, IOP ou LRMI, un des protocoles est SOAP. Simple
Access Protocol. Il y en a un deuxième. C'est beaucoup plus qu'un protocole, on l'appelle REST. Il y a le SOAP, il y a le REST. On retrouve aussi cette notion d'interface universelle qui a été, l'idée a émergé avec Corba l'IDL. Maintenant, on va parler de WSDL, par exemple. Web Service Description Language. Ça veut dire que dans le WSDL, on va décrire quels sont les services accessibles à distance. On va retrouver aussi cette notion d'annuaire, le naming service. Par exemple, l'architecture SOAP, c'est le DDI, Universal Discovery and Description. J'ai oublié le I, hein, je ne peux pas, on va le voir tout à l'heure. On va voir aussi qu'une des technologies, donc deux technologies concurrentes, mais il y en a une qui s'est imposée beaucoup plus que l'autre. À 70% aujourd'hui, on est en REST. Le REST est beaucoup plus léger, mais ça, on va en parler. SOAP, il a beaucoup d'autres avantages, on va en parler aussi. Mais on va voir que XML, par exemple, le langage XML, il va s'imposer. Pas pour les deux. Hein. Donc, allez, excusez un petit peu les parenthèses que je n'arrête pas d'ouvrir et fermer. On va voir que le protocole REST, c'est un protocole beaucoup plus léger. XML, c'est beaucoup de texte, donc il va utiliser beaucoup de bandes passantes. Toutes les plateformes actuelles, Microsoft, Sun, Apache, Oracle, sont aux normes Web Services. Alors, j'essaie un petit peu de... Donc, les web services, ce qui montre un petit peu, qu'est-ce qu'il montre ce schéma, c'est que les web services vont être aussi accessibles à distance. Donc, ici, vous avez deux web services. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le web service, c'est comme si c'était une IDL, une interface. Ça veut dire que je prends des objets écrits qui m'achauffent le Corba dans des langages différents, des objets métiers, des business objects. Ça peut être écrit en Java, en C++, et je vais les cacher, voilà, leur rajouter une couche web service. Donc un web service en tant que tel, c'est une coquille à l'intérieur de laquelle je vais créer un objet dans un langage particulier. Ça ressemble énormément à ce schéma-là, في Corba. Ce n'est ni plus ni moins que ce schéma. Le web service est là. Le web service va venir masquer des implémentations de business object et il va leur offrir une prise ouverte sur le web. Donc je vais pouvoir appeler des objets avec le protocole HTTP. Ce n'est pas tout ça, c'est uniquement cette partie écrite dans un langage plus universel encore que l'IDL. On va aussi trouver un annuaire pour permettre de retrouver les objets. Donc l'idée, elle reste là quand même, c'est d'avoir ce qu'on appelle un annuaire UDDI, dans lequel c'est une sorte d'annuaire, donc page jaune, page blanche, page verte, dans lequel je vais retrouver ces web services. Donc ici, à chaque fois qu'il y a un nouveau web service, je vais l'enregistrer auprès de l'annuaire. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Le client va chercher le web service dans un annuaire. Et ensuite, une fois qu'il l'a trouvé, il va communiquer avec ce web service avec le protocole HTTP. Mais la remarque fondamentale ici, c'est de savoir que le web service cache un objet réel, cache une boîte noire. Et on retrouve aussi donc cette notion d'interface, cette notion d'annuaire, et le protocole qui va être un protocole plus universel que RMI-OP. Alors le protocole, c'est le Simple Object Access Protocol, pour commencer un petit peu. On va voir le reste la semaine prochaine. On s'est rendu compte qu'actuellement, tous les langages qu'on a, que ce soit Java RMI, ou la Corba, ou d'autres langages, ils sont plutôt monolangages. C'est vrai que si je prends par exemple Java RMI, il est monolangage. Mais il y a la Java. Et il n'est pas généralisable pour une application industrielle, quand il y a des contraintes de performance et de sécurité. RMI, c'est tout simplement l'objet ou j'ai oublié au cas. Corba, c'est vrai que l'objectif, c'était de faire du multilangage, multiplateforme. Mais l'installation de Corba est très coûteuse, il faut acheter un bus et c'est très lourd.
D'autres langages qui comme DECOM sont multilangages, mais c'est uniquement propriétaire Microsoft. Et c'est très faiblement diffusé, très faiblement utilisé. Donc tous les protocoles actuels, les solutions actuelles sont insuffisantes si on veut généraliser la notion d'application répartie sur le web. Alors, les protocoles, donc, pour résumer, le bilan, c'est qu'on a des protocoles sophistiqués qui sont propriétaires, avec des règles de fonctionnement strictes. Je ne peux pas ouvrir le RMI sur le web. Elles sont utilisables uniquement dans un intranet. Et n'oublions pas que quand on est dans le web, il y a des pare-feux. Les femmes ont des pare-feux تحت Windows. Il y a Windows Defender. Et généralement, ces pare-feux vont bloquer les ports, des ports qui ne sont pas des ports HTTP. Un tel pare-feu, quand tu généralises une solution qui met RMI UOP, femmes a des pare-feux qui vont bloquer ces protocoles. Donc, on ne peut pas ouvrir un appel RMI, ça va être bloqué. Donc, c'est pour ça que la première remarque, c'est la deuxième remarque, l'incapacité à fonctionner en présence de pare-feu. Donc, l'utilisation impossible sur Internet. Alors, ces conséquences, c'est quoi? C'est que si je veux généraliser ce qu'on a vu, notamment le RMI ou le Corba sur le web, on peut dire les choses suivantes. C'est que le web a besoin d'un nouveau protocole, multilangage, multiplateforme, respectant les formats d'échange du web, qui est plutôt du texte. Hein. Le HTML ou tout ce qu'on échange du web, c'est du texte sur HTTP, qui est facile à implémenter, qui permet de franchir les firewalls et qui n'est pas propriétaire. Là, vous avez deux solutions, il n'y a pas qu'une seule réponse à la fin. Il n'y a pas qu'une seule réponse. On va voir deux architectures, le SOAP et le REST. Donc le SOAP, ce n'est pas un nouveau protocole, c'est simplement la codification d'une pratique existante, c'est de communiquer un objet sur HTTP avec un langage XML. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps ici de faire une petite démonstration. On va essayer de voir, hein, même si on n'a pas le temps, de faire un new web service. Ici, je vais l'appeler hello et from scratch. Et le package, ça va être web service. On va faire un essai. Vous voyez un petit peu, toutes les plateformes vous permettent en 2 secondes ou les 2 minutes maximum de créer un web service. Donc ici, je vais aller voir dans le web service hello. Donc il m'a généré automatiquement une méthode hello qui prend comme paramètre web un nom qui va répondre hello plus nom. Donc il a généré automatiquement. Et c'est annoté donc parce que dans les dernières générations, il y a beaucoup d'annotations. Comment on va savoir que ce n'est pas une classe normale, mais c'est un web service? Par le biais de cette annotation. Donc ici, une classe, l'implémentation, qui est exposée en tant que web service. Mais là, ça ne suffit pas, parce qu'il va falloir générer l'équivalent de l'IDL. Donc c'est ce qu'on appelle le WSDL, Web Service Description Language. Donc générer un copy WSDL. Donc on va voir si... on va espérer que ça marche. On va voir, c'est parce que normalement... Ici, un petit problème que j'ai rencontré aussi la dernière fois. Donc, généralement, ici, en faisant cette opération, il va me générer l'interface en mode dans un langage universel qui est le langage XML. Donc, je vais aussi rectifier ce problème la prochaine fois pour pouvoir vous faire une petite démonstration. Alors, je ne sais pas si avec la dernière version de NetBeans, ça a été rectifié.
Bon, sinon, on va faire les deux démonstrations la semaine prochaine. Donc, il m'a dit comme l'idée de la philosophie SOAP, je voulais vous faire une petite démonstration de ce que c'est que ce protocole SOAP, c'est de pouvoir, un client communique avec un objet avec le protocole SOAP. Donc, en fait, SOAP se situe où exactement? Par exemple, Corba. Donc, on a le web service, il est là. Vous faites une implémentation en Java. Et SOAP, c'est exactement, il va remplacer cette partie, le protocole. Alors, SOAP, ça veut dire je vais appeler l'objet en texte. D'accord? C'est comme si je communiquais avec l'objet textuellement parlant. Donc, je vais envoyer du texte sur HTTP. Il va me retourner du texte sur HTTP. On va essayer de voir si on peut faire ici. J'ai changé de version de NetBeans. Même chose, hein, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à... Pourtant, c'est une autre version. Ok. Pourtant, il a... un clean embed. Donc, pour donner un... Donc, le serveur, juste, je suis en train de démarrer le serveur pour voir si c'était dû à ça. Est-ce que le serveur a démarré? Bon, il y a une petite exception, mais c'est pas grave. On va essayer de refaire la même manipulation. Bon, sinon, on va faire cette démonstration la semaine prochaine. Donc, moi, j'aime pas compliquer les choses. La démonstration n'est pas aussi importante que ça. Simplement, l'idée, c'est, une fois que vous avez écrit votre objet, qui est là, qui reste identique à un objet Java, de pouvoir quelque part communiquer avec lui en lui envoyant du texte qui va être du XML. Donc, on va appeler l'objet en utilisant des entêtes, par exemple, méthode. Donc, ici, on va dire quelle est la méthode qu'on va appeler. Ça, c'est à titre d'exemple. Donc, on va spécifier le nom de la méthode et hello ici. Hello plutôt tout court, le nom de la méthode. Donc, ici, on va tout simplement indiquer le nom de la méthode. Et comme cette méthode possède un paramètre, param, le paramètre qui est le seul paramètre, par exemple, est GL2. Après, la philosophie, vous avez compris cette philosophie.
Si j'arrive à envoyer ce message-là à cet objet, donc c'est un message qui peut être envoyé sur HTTP puisque c'est du texte, et HTTP accepte le XML, il va atterrir vers cet objet, d'accord? On va extraire à partir de ce texte les informations, le nom de la méthode et le paramètre. Cette méthode va te retourner hello GL2 et le retour, la réponse, ce n'est pas un paramètre simple, c'est method response par exemple. On ferme toujours les balises, method response. Résultat, voilà, on va dire hello GL2. Donc l'objectif des objets web services, c'est de pouvoir recevoir des appels de ce type. Ils vont vous générer des réponses de ce type. De recevoir du texte et de répondre avec du texte. À partir du moment où un objet est capable vous êtes capable de discuter avec un objet en utilisant des langages à base de balises, qui m'a HTML ou XML, ça y est, vous pouvez communiquer avec lui sur le web. Puisque le web est typiquement des échanges textuels. L'objectif maintenant d'un web service, c'est tout simplement d'aller, ce qu'on appelle parser, le langage technique c'est parser cet appel pour en extraire les paramètres et ensuite construire une réponse et introduire le résultat dans la réponse. Donc SOAP n'est pas un nouveau protocole, SOAP c'est tout simplement le couple XML plus HTTP. Tout simplement ça. Donc, je vous rappelle, pour finir un peu ce cours, sur HTTP, qu'est-ce qu'on peut transporter? Soit du HTML, qui est un langage à base de balises, Hypertext Markup Language, ou, pour l'instant, XML. D'accord? Et ça tombe bien, puisque SOAP permet de communiquer avec XML. Donc là, je vous ai donné un petit peu un aperçu, c'est vrai rapide, n'empêche qu'on va quand même revenir sur cette partie-là la semaine prochaine, en finalisant, j'espère, les démonstrations correctement. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui, sauf question. Donc, on a fait avec les moyens du bord. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on reprend la semaine prochaine. Ça marche? Oui, madame, merci. Ok, Slema. Slema.